J'étais surpris par le fait que vous demandiez quelle était la différence entre les deux. Alors qu'en réalité, vous savez aussi bien que nous, que la monnaie commune coexiste avec des monnaies nationales ou zonales, alors que la monnaie unique est toute seule. Mais la monnaie commune a un statut de monnaie de réserve au sein du système monétaire en question. Et le dollar, aujourd'hui et depuis 1971, c'est-à-dire depuis le coup de force de Nixon, a un statut de monnaie commune mondiale de fait, dont on sait qu'il donne aux Américains, en réalité aux capitalistes américains, un privilège absolument exorbitant qu'ils peuvent s'endetter auprès du reste du monde dans leur monnaie nationale, et lorsque leur endettement arrive à terme, ils émettent à nouveau du dollar. D'où l'inflation du dollar dans le monde, dont le monde entier crève. C'est très peu présent dans votre discours. Très peu présent. Or, on ne peut pas parler de l'Europe sans parler du monde, parce qu'il y a un enjeu mondial de transformation, le système du dollar étant devenu asphyxiant pour le monde entier. Donc, je vous rappelle une chose, avant d'en venir à ma question, c'est que il y avait un certain Connolly qui avait répondu à des parlementaires européens venus l'interroger sur l'avenir précisément du système dollar. Le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. En gros, débrouillez-vous. Il y a les forces du marché sur le dollar, débrouillez-vous. Ça a été l'une des raisons qui, objectivement, ont conduit les dirigeants européens à essayer de se doter eux-mêmes d'un système monétaire dont ils pensaient qu'il leur permettrait de changer les rapports de force avec le dollar et d'obliger les Américains à rentrer dans une négociation où ils seraient à même de partager leur souveraineté financière sur le monde avec les Européens. Ça a été l'un des objectifs fondamentaux, vous n'en avez pas du tout parlé, fondamentaux, que l'on retrouve dans toute la littérature. Fondamentaux. Le problème, c'est que précisément, ça a échoué, parce que la visée d'un duopole n'est pas tenable, précisément. Mais c'est là-dessus que, justement, je vous relance, parce que Paul Boccara n'a pas du tout parlé de duopole. Enfin, moi, je n'ai pas du tout entendu ça. L'idée, c'est pas de rentrer dans une guerre avec le dollar. Historiquement, ça nous mène dans l'impasse. L'idée est de promouvoir une monnaie commune alternative au dollar, et dont la promotion ferait reculer le rôle et le poids du dollar dans le monde. À ce propos, la proposition, avancée d'ailleurs par Paul Boccara dès le début des années 80, de construire cette monnaie commune à partir des droits de tirage spéciaux du FMI, bien évidemment avec une refondation du système. Après tout, il y a eu Bretton Woods. Il peut y avoir d'autres conférences monétaires internationales allant au-delà de Bretton Woods. Le monde n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Donc, une monnaie commune mondiale à partir des DTS, qui serait pour partie aussi, puisque le panier du DTS est fondé sur des monnaies nationales et zonales. Donc, dans ces conditions, la Lex Monetae dont Nixon a pu se prévaloir en 1971 ne marcherait pas cette fois-ci. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui vous amène en quelque sorte, à ne pas insister, comme vous l'avez fait, sur la question du dollar et la question de l'euro. La deuxième chose que je voulais dire, et j'en aurai fini, vous dites que la BCE est une institution néolibérale au service d'une construction néolibérale. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? On rentre tous dans la tanière et on attend que ça change? Il y a un enjeu fondamental de construction de solidarité entre Européens, alors que précisément de partout en Europe, à l'issue de la seule récession, la zone euro est le seul pays, la seule région du monde qui a connu une récession au cours des années 2012-2013, du fait même de ce type de construction. Or, ce qui monte de partout, et notamment en Grèce, mais aussi en France, je rappelle que le dernier sondage sur l'euro donne 64% des Français pour l'euro, à la différence de ce qu'on peut raconter dans certains petits milieux souverainistes. Mais l'idée, c'est quand même comment arriver
à maîtriser une construction européenne qui assume vraiment une solidarité entre Européens au lieu de cette solidarité actuelle au service de la domination des marchés financiers. Je termine. Vous ne parlez pas du tout des potentiels de création monétaire de la BCE. Vous n'en parlez pas. D'ailleurs, la question de la création monétaire est totalement absente de votre présentation. Or, c'est la question fondamentale. Quand on parle de monnaie, on parle de création monétaire. C'est la question fondamentale. Et face au marché et à la puissance déchaînée des spéculateurs sur le marché, si, précisément, on en vient à flirter avec la sortie de l'euro, il y aura un déchaînement de la spéculation. Eh bien, le seul feu possible, c'est précisément la capacité de création monétaire commune face à la puissance coalisée des marchés. À ce propos, vous n'avez pas du tout parlé de la crise 2012-2013, 2010-2013 de l'euro. Or, il y a des choses qui ont bougé dans cette crise. Il y a des choses qui ont avancé. Et notamment, quand en 2012, la BCE décide, sous la pression des nécessités et sous le poids des luttes aussi, quand la BCE décide de dire qu'elle est prête à intervenir de façon indéfinie par le rachat de titres de dette souveraine des pays en difficulté, la spéculation est immédiatement retombée. Immédiatement. Ce qui montre précisément que cette puissance de feu commune peut changer les choses. Et les 1000 milliards d'euros dont Frédéric a parlé, s'ils avaient été mis à la disposition du financement d'une coopération sur le développement des services publics, au lieu de servir à refinancer les banques sans du tout changer les critères et les règles du crédit, peut-être les choses auraient changé. Bon, très bien. Le débat est animé, c'est très bien. Je commence à comprendre quelque chose. Non, mais c'est très bien, parce qu'on est entre gens qui ont le même objectif, mais qui ont des visions très différentes. Donc, je réponds parce que je ne vais pas suivre un ordre précis, mais je vais essayer de toucher tous les points que vous avez touchés, qui sont en effet très importants. La BCE est une construction néolibérale, donc on fait quoi? On se ferme dans sa avenir? Non, simplement on enlève. Enlever la BCE, c'est-à-dire de maintenir l'euro, ça veut dire justement se réapproprier l'autonomie monétaire. Le potentiel de création monétaire, ce discours est un peu, votre argument est un peu contourné, parce qu'il me semble que vous dites, si on sortait, il y aurait de la spéculation, mais en étant dedans, il y a de la spéculation, sauf que la Banque centrale a contrasté ces spéculations en promettant de créer de la monnaie, sauf que la monnaie qu'elle a créée n'est pas allée aux investissements politiques. Mais attention, alors, d'abord, il faut ôter cette idée qu'une monnaie, en particulier une monnaie forte, soit quelque chose qui nous protège de la spéculation. La spéculation attaque justement les pays qui ont une monnaie forte, parce que la spéculation sait que cette monnaie va baisser. C'est la même raison pour laquelle la spéculation s'est acharnée sur la lire italienne en 1992, parce qu'on était surévalué en termes réels. C'est la même situation qui se présente maintenant en Argentine. Et à l'intérieur de la zone euro, pourquoi les 1000 milliards d'euros n'ont pas financé les investissements productifs? Parce que du fait de la structure même de la monnaie unique, il y avait des différentiels de taux d'intérêt sur les titres de la dette publique qui rendaient beaucoup plus avantageux faire du carry trade. Après, vous dites, oui, mais cela est fini quand Mario Draghi a sorti son big bazooka. D'accord, le OMT. Je suis moi aussi épaté de combien il est grand le bazooka de M. Draghi. Mais par exemple, moi je me pose des questions. Pourquoi il a fait seulement en août 2012, c'est-à-dire après qu'une série de lois profondément illibérales avait détruit l'État social, réformé les pensions, coupé les salaires des fonctionnaires en Italie? Pourquoi il ne l'a pas fait avant? Donc, alors, tant qu'il y aura un gouverneur de la Banque Centrale Européenne et un euro, ce gouverneur pourra faire ce genre d'opération. C'est très simple. Il aura le gouvernement de facto des politiques économiques des pays appartenants. Je reviens en arrière. Là aussi, il peut y avoir d'autres conférences internationales. La dernière fois que je me suis trouvé à Paris en rentrant à Bruxelles, il faisait très froid.
vous vous souvenez, l'année dernière, donc 3 jours bloqués par la neige à Paris, une chose fantastique. Et je suis pour la première fois allé visiter le musée des Invalides, qui est un musée qui explique très bien pourquoi il y a eu la conférence de Bretton Woods. Parce qu'il y a eu 60 millions de morts. Donc, après, les gens ont pensé, ben, écoutez, puisque la défense du gold standard a fait flamber le chômage, a porté le nazisme en Allemagne, a porté le fascisme en Italie, est-ce que peut-être on pourrait essayer de trouver un système monétaire qui soit un peu plus, disons, flexible? Et c'est ça qui a amené à la conférence de Bretton Woods. Donc, soyez tranquilles, si on continue à défendre l'euro, on n'en aura pas 60 millions de morts, mais il y aura sûrement des tensions sociales telles que peut-être, à niveau européen, pourrait nous convaincre de faire des actions plus décises pour nous réformer. Mais vous voyez, il y a moins. Mais Tant mieux les tensions. pardon. Tant mieux les tensions sociales. Mais bien sûr, bien sûr. Tant mieux. La tension sociale, C'est l'effort social de chômage. mais attention. Les tensions sociales européennes, je crois qu'elles seraient, disons, assez indifférentes aux États-Unis. Parce qu'il y a d'autres choses intéressantes qui ont été dites. On fait un euro pour changer les rapports de force, ce qui veut dire qu'on ne va pas promouvoir un duopole, mais on va promouvoir une alternative sans combattre le dollar. Donc, on change les rapports de force avec le dollar sans le combattre, en promouvant une alternative. Comment veut-on changer les rapports de force étant donné que l'Europe n'a pas d'État, parce qu'il n'existe pas un État européen, personne d'entre nous a évoqué ce problème, et nous n'avons pas de force militaire. Pourquoi, tout simplement, la conférence de Bretton Woods a abouti comme elle a abouti? Parce que, simplement, les États-Unis avaient des bombes atomiques, et nous ne les avions pas. C'est très simple. C'est ça qui fait, disons, la véritable devise de réserve. N'est pas l'or, n'est pas le dollar, l'uranium enrichi. Ce sont les rapports de force qui créent, disons, va jouir du privilège exorbitant. Et c'est là, c'est toujours passé. Je vous ai déjà noté le rapport des forces entre la France et l'Angleterre, qui a vu malheureusement la France succomber, suite le rapport de force entre l'Angleterre et les États-Unis, qui a vu malheureusement l'Angleterre succomber, autrement on aurait déjà une monnaie commune mondiale. Et je reviens à la monnaie commune, parce que c'était celle qui avait été prônée par Keynes et X, sauf que du fait que les Américains avaient la bombe et avaient gagné la guerre, les Anglais, bon, étaient des bons alliés, mais ils avaient un peu plus de problèmes. Ce sont très étrangement les Américains qui ont dicté les lois. La Chine. Oui, c'est peut-être ça. Je compris, très bien, la monnaie unique coexiste avec les monnaies locales. Donc c'est une sorte de bimétallisme qu'on a toujours eu dans l'histoire de l'humanité, de la Moyen-Âge jusqu'au dernier siècle. Très bien. Mais vous avez fait l'exemple du dollar. D'accord? Et c'est un exemple très intéressant, parce que par rapport au dollar, qui est, comme vous l'avez dit très bien, et j'apprécie beaucoup cet argument, la monnaie commune de facto du monde, ce qui donne aux États-Unis un privilège exorbitant, et ils ont ce privilège exorbitant parce qu'ils ont limite, comment on dit, fusée nucléaire, c'est ça, effectivement. Bon, par rapport à ce dollar, les monnaies du reste du monde font les choses les plus différentes. Il y en a qui ont des taux d'échange flexibles, il y a qui essayent de peg et puis après sautent dans l'air et donc après sont forcés de prendre des taux d'échange flexibles. Donc, si vous pensez à une monnaie commune européenne, pensez-vous à une sorte, je dis pour dire à nous, de écu par rapport auquel il y aurait une fluctuation libre? Parce que par rapport au dollar, beaucoup de monnaies nationales ont une fluctuation libre. Ou bien pensez-vous à une sorte d'écu qui soit un système de taux de change fixe et ajustable avec la complication de qui devrait gérer les systèmes? Parce que le système monétaire européen était un système qui avait, soi-disant, une monnaie, un embryon de monnaie commune. Elle n'était pas utilisée comme instrument de réserve, que si, elle était utilisée. Il y avait des réserves de banque centrale qui étaient libellées à l'euro. Le problème est qui va gérer les rapports entre les monnaies nationales et la monnaie commune, et en quelle sorte on va les gérer. Là est le problème. Parce que si on le fait sans garantir une flexibilité, ou encore pire, si on les fait d'une façon à que les ajustements soient gérés, comme vous vous en souvenez très bien et mieux que moi, de façon à favoriser, à inciter une spéculation déstabilisante, donc on se réduit pareil au même. Dans ce cas, je suis d'accord avec vous que
que ce serait très risqué. Voilà, donc la question que je vous pose à M. Bocara, à M. je passe, Bocara aussi. À M. Bocara aussi. Oui, rien. Personne n'est parfait. Vous avez bien plusieurs balangoires. Oui, même pour mes pots. Il y en a un qui a détruit l'université. On en parlera. La question est vraiment qu'est-ce que vous envisagez comme rapport entre la monnaie unique, commune, excusez-moi, et les monnaies nationales? Parce que c'est ça. On parle de monnaie commune à l'échelle mondiale. C'est plus Très bien. D'accord. Alors, il faut remplacer la monnaie commune de fait qui est le dollar. Oui, mais alors, suite, la question reste la même. Quelle gestion des rapports entre les monnaies nationales et la monnaie commune, soit-elle mondiale ou européenne, pensez-vous établir et qui devrait les gérer, étant donné, je vous ramène sur ce point, qu'il est un peu ambitieux de la part d'un continent qui est en train de se suicider économiquement et politiquement, du fait de l'euro comme il est maintenant, penser qu'il puisse aller, disons, sur un plan de parité, parler avec des gens qui ont 10 000 bombes nucléaires dans leur poche et leur dire maintenant on fait comme ça. C'est ça. Donc, mais en tout cas, même la Chine et les émergents, il n'y a pas que l'Europe. L'Europe peut s'allier à la Chine, peut s'allier aux émergents par rapport aux États-Unis. C'est ça qu'il faut voir. Oui, c'est une perspective. C'est la perspective que nous proposons de faire explicitement une alliance et des volumes communes zonales derrière cette monnaie commune mondiale. Voilà. Et la Chine au G20 de Londres a défendu cette option. Oui, je sais, en 2009, j'ai déjà dit. Il faut négliger la Chine. Et les émergents aussi. Je ne néglige pas. Le monde a changé. Le monde a changé. Mais alors, je me suis appelé tout le temps. Vous imaginez quand même. Écoutez, je ne veux pas vous mettre du temps, mais juste pour vous mettre de l'ordre dans les idées très rapidement. Vous dites, c'est au niveau mondial, mais vous dites qu'il faut partir de monnaie commune zonale. J'ai bien entendu cela. Donc, d'accord. Alors, j'aurais bien compris. Il faut d'abord qu'il y ait une monnaie commune européenne. Et déjà, je ne sais pas, parce que vous ne l'avez pas dit, quel genre de gestion du rapport d'échange de monnaie nationale vous concevez par rapport à la monnaie commune européenne. Suite, après, il faudrait évoluer vers une monnaie commune mondiale. Et encore une fois, je ne comprends pas si vous êtes favorable au taux de change fixe par rapport à cette monnaie commune, voire à une quelque sorte de flexibilité, et qui devrait la gérer. C'est ça ce que je ne comprends pas de la monnaie commune. Et c'est pour cela que je ne la mentionne pas, parce que personne ne m'a répondu sur ce point. Donc, tant qu'on ne me répond pas sur ce point, la monnaie commune, pour moi, n'existe pas, parce qu'il faut comprendre que si on établit clairement les règles qui régissent le rapport entre la monnaie commune et les monnaies nationales, locales, appelez-les comme vous voulez, ça reste un mot un peu vide de signification, je ne dis pas économique, mais opérationnel. On va faire quoi? C'est-à-dire, j'aurai des livres, puis j'aurai des euros communs au lieu des euros uniques. Quel va être le rapport de change? Je ne comprends pas. C'est ça. Je pense que je me suis assez. Bon, alors maintenant il reste Sébastien et puis monsieur là-bas. Non, d'accord. Sébastien. Juste plus fort. Deux petites choses, Alberto. J'avoue qu'il y a encore de ça 6 mois. Je ne voyais que 2 scénarios. C'était soit on fait ce qu'il faut, et quand je dis on fait ce qu'il faut, c'est l'Allemagne comprend qu'il y a des choses à changer, qu'elle fait une politique budgétaire expansionniste, etc., même si c'est quelque chose qui prendrait du temps. Donc pour résoudre et résorber les déséquilibres, ça ne se ferait pas facilement en 1 an comme on pourrait l'avoir avec un taux de change qui est flexible. Soit, au final, la dynamique économique européenne étant ce qu'elle est, elle est insoutenable et l'euro finira par exploser. Je ne voyais que 2 scénarios. Et il y en a un 3e qui se dessine, et je ne suis pas le seul à penser ça, puisque Jonathan partage aussi cette idée, c'est qu'on pourrait très bien connaître finalement une espèce de situation économique complètement pourrie qui durerait pendant 10 ou 15 ans de stagnation économique avec un modèle à la japonaise. Voilà. Est-ce que ce n'est pas un 3e scénario possible? Et avec ce type de scénario, j'avoue que je ne vois pas comment on se débarrassera du problème des dettes publiques. Et deuxième chose, par rapport à ce que disait Frédéric,
aujourd'hui en France, on a essentiellement, on a un problème de demande. C'est pas moi qui dis ça. Dans ma tour d'ivoire, macroéconomiste hurluberlu et qui regarde le monde avec dédain, c'est l'INSEE qui dit ça. On a des enquêtes de conjoncture qui aujourd'hui indiquent que, et ce sont les chiffres des entreprises, ce sont les réponses qui sont données par les entreprises. Oui, d'accord, mais c'est ça, les enquêtes de et qui te disent que concrètement, les entreprises, 50% des entreprises ont des problèmes de demande et 20% des entreprises ont des problèmes d'offres. C'est-à-dire qu'on interroge l'offre qui existe. Donc, tu interroges les entrepreneurs qui te disent on a des problèmes de carnet de commandes qui sont vides parce qu'il y a un problème de demande en France. Donc on sait exactement quel type de problème on a. Mais comment ils répondent? C'est ça la question. Il dit si je produis, ça coûte trop cher. C'est pas exactement ça. Non, si tu as un problème de demande, c'est pas un problème de prix. Non, le sol, excuse-moi, tu poses la question, mais la détérioration du sol commercial, par exemple. En fait, je reprends un exemple qui est bien connu. Edgar Allan Poe, on trouve quelqu'un assassiné dans la cheminée, il s'est passé des choses avant. Donc aujourd'hui, la manifestation, c'est la demande. Mais parce que le moment de la fièvre est passé. Mais on a ce problème de demande parce qu'on a eu un énorme problème d'offre, avec par exemple la détérioration du sol commercial français, parce qu'effectivement, on n'était pas compétitif d'une certaine façon, on n'avait pas les produits qui permettaient d'eux. Et aujourd'hui, pour sortir de ces problèmes de demande, on n'a pas seulement un problème d'impulsion de la demande, c'est le problème d'inflation tout à l'heure. C'est pas seulement un problème global de plus d'argent, mais il va faire quelle production cet argent avec quel coût? Et on a des problèmes de production qu'on n'arrive pas à faire. Le problème de la courbe Angive, c'est ça. Donc on a à la fois un problème de demande, mais comment on relance l'offre et l'activité alors qu'il y a beaucoup de production qu'on ne fait plus ou qu'on ne sait plus faire tout seul? C'est d'ailleurs une des différences avec l'Argentine, nous sommes beaucoup plus interdépendants. Tu vois, c'est les deux choses. Aujourd'hui, la manifestation, c'est la demande, mais en plus on la pose à ceux qui tiennent l'offre. Mais il y a plein d'offres qui ne peuvent pas exister de toute façon, on ne va pas leur poser la question. Et de toute façon, on ne leur demande pas est-ce que vous voudriez faire autre chose. Et on sait bien à l'INSEE qu'à chaque fois que la demande disparaît, ce qui remonte, ils disent ah oui, mais c'est le problème de coût ou d'impossibilité de trouver de quoi investir. C'est le problème du crédit crunch à chaque fois. Bon, hein. Donc, il y a les deux, j'ai dit, c'était un peu excessif, il y a les deux. S'il existe un papier qui nous dit que nous sommes dans un problème d'offre, c'est pas que je vous fasse confiance, mais c'est juste pour le lire et le montrer à mes lecteurs aussi. Parce que ça m'intéresserait. Les scénarios. Donc, le scénario, l'Allemagne fait ce qu'il faut, était un scénario évidemment bio. Malheureusement, en Italie, moi je parle de l'Italie, la gauche italienne a pensé que maintenant on peut aller frapper les poings sur la table, sauf que, très malheureusement, la table européenne n'existe pas. S'il existait une volonté politique de coopérer, nous ne serons pas dans une crise. Ça, c'est un détail très banal, mais qui échappe à la plupart des gens. Donc, comment voulez-vous qu'on aille maintenant faire une négociation avec des gens qui n'ont pas voulu négocier avec nous quand nous étions relativement forts, et maintenant ils devraient négocier avec nous parce que nous sommes affaiblis? Écoutez, on n'est pas dans un conte de fées. L'histoire du pays fort qui s'unit au pays faible pour l'aider à devenir un concurrent dangereux pour lui, puisque tout le débat est axé en termes de compétitivité et non pas de coopération. Vous-même, vous l'avez axé dans ces termes. Est une fable qui ne tient pas. Jamais le loup a prêté à l'agneau ses dents. Par contre, la dent, c'est dans ses dents. Excusez-moi. Vous savez que la Merkel, elle a convaincu son propre congrès qu'il fallait mettre de l'argent dans le mécanisme européen de stabilité, des centaines de milliards. C'était un dimanche en mai, il y a 2 ans, je crois. Elle a dit des millions de travailleurs allemands dépendent de ce qu'on vend à ces pays dits faibles. Le problème, c'est que d'abord, c'est pas le même écart qu'entre la France et les États-Unis, et en réalité, on est beaucoup plus dans le même bateau que même ils ne le prétendent. Exactement. Ils tiennent le manche, mais on est dans le même bateau. Mais je suis d'accord avec vous. Et alors, avec cela, c'est plus dialectique que ça, si je me permets un gros mot. Exactement. Et donc, je vous rejoins sur ce point pour vous montrer qu'un autre de vos arguments est retrouvé.
c'est exactement du fait que nos économies sont si enchevêtrées que ceux qui pensent qu'il y aurait une guerre douanière, des tarifs, des, comment on dit dazi en français, des quotas, donc une guerre commerciale, si quelqu'un s'avisait de sortir, se trompe. Parce qu'au moment même où l'Allemagne mettait des barrages à l'importation de produits du sud de l'Europe, elle, endommagerait ses consommateurs et certains de ses producteurs, autant qu'elle bénéficierait certains de ses producteurs. Donc la réponse était qu'on trouvait ces scénarios apocalyptiques. Et c'est vous qui m'avez amené à vous faire remarquer cela. Donc le scénario où l'Allemagne fait ce qu'il faut est un scénario qui, disons... donc moi je n'ai pas rencontré Tsipras, j'ai rencontré Olli Rehn. Donc Olli Rehn dit maintenant au mois de mars ils vont faire un in-depth assessment de l'Allemagne. Ils vont lui dire oui Allemagne, ouais, ça tu devrais te porter mieux parce qu'on est tous des frères, donc la Commission européenne va jouer ce théâtre avant les élections, et il était prévisible. Ensuite, rien ne va se passer et tout va continuer comme avant. Avec en plus peut-être une loi sur le salaire minimum. L'idée que ça explose, oui d'accord, ça dépend pour l'idée qu'on entre dans l'examination japonaise, ça c'est une remarque qui me rappelle qu'en 1997, Krugman avait dit, faites attention parce qu'il y a un danger très présent et très, disons, actuel, que l'Europe entre dans une déflation et quand les banques centrales décideront de faire quelque chose, ce sera trop tard pour sortir d'une trappe, disons, à la japonaise. Donc, Krugman l'a dit en 1997 quand même. C'est aussi, je m'excuse, je ne me sens pas trop appartenir à la profession économique, vous l'aurez peut-être compris, mais il faut quand même que l'honneur de cette profession soit réhabilité, parce que beaucoup d'économistes qui n'étaient pas liés à groupes de pouvoir, que ce soit des groupes de pouvoir financiers, syndicaux, politiques, etc., ont dit clairement qu'est-ce qui allait se passer, et c'est ce qu'ils ont prévu, c'est passé. Donc, un scénario crûment est possible. Pourquoi pas? Mais il y a toujours un problème. On continue à ne pas... Nous continuons à ne pas nous rendre compte des différences structurelles, culturelles qui existent entre les différents pays. Et nous continuons à ne pas nous rendre compte du fait que nous sommes grandis ensemble, je veux dire vraiment comme des enfants grandissent dans cette diversité, avec les guerres, bien sûr les enfants se bagarrent, se font du mal, ça c'est clair, mais on a été un moteur de progrès pour la civilisation occidentale tant qu'on a respecté ces différences. Alors, si on n'arrive pas à montrer comment une politique monétaire unique, même avec monnaie commune, sans une politique budgétaire commune qui accommoderait les nécessaires transferts en cas de différence territoriale, peut être mise en place, on parle de rien. Et donc c'est le fédéralisme. Et comme je vous ai dit, le fédéralisme, on ne l'a pas fait parce qu'on ne voulait pas le faire. Et si les Allemands ne voulaient pas le faire quand ils étaient faibles, ils ne voudront pas le faire non plus maintenant qu'ils sont forts. Donc vraiment, l'unique forme de réaction qu'on a, c'est de se tirer en dehors de cette trappe monétaire. Mais je vous l'ai dit de tout mon cœur, parce que moi je vous rejoins sur la disons, créativité, même sur le caractère novateur des propositions que vous faites, et sur le fait qu'elles soient dans certains milieux intérieurs au pays plus proposables politiquement, parce qu'elles ont un air constructif. Oui, le DGB allemand par exemple, nous parlions d'Allemagne, le DGB allemand reprend des propositions similaires. Exactement. Le DGB c'est 5 millions de syndiqués en Allemagne. Ils ont repris sur ce que nous avons dit sur la BCE. Mais les syndicats allemands sont ceux qui ont 5 accepté. millions d'Allemands. Sont ceux qui ont accepté que la part des salaires allemands baisse de 7 points en 4 ans. L'impression qu'on voit sur les syndicats, les gens qui ont contradictoires. Ils sont joués là-dessus. Mais non, mais c'est pas Les des choses ne sont pas tout noir ou tout blanc. Ça n'existe pas, ça. C'est des fantasmes. Tout noir ou tout blanc. C'est votre type de raisonnement. Ou tout noir ou tout blanc. Ça va pas. Monsieur, non. Moi, je suis un poète comme Bernard, pas de couleur, rien que la nuance. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut Non, mais il faut aussi des nuances, il faut un peu nuancer. Moi, je n'ai pas dit que, disons, le syndicat soit tout noir ou tout blanc. Par exemple, les syndicats qui ont pu accepter cela sont peut-être des syndicats dont parlait M. Bocara Frédéric, sont peut-être différents.
sont peut-être différents, moi j'en sais rien. Mais il y a aussi une question. Tout à l'heure, mon discours a été un peu... Bon, je suis habitué à pire, on m'appelait souverainiste, je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous savez très bien qu'un Allemand est d'abord un Allemand, et ensuite il est un Allemand de gauche, ou voire de droite, voire de centre, s'il le souhaite. Donc, excusez-moi, je serais allemand, j'entendrais ça, je serais très choqué. Ah oui, absolument. Oui. mais ce sont On ne peut pas parler d'un Allemand. On ne parle pas d'un Allemand désincarné. Mais ce sont eux-mêmes qui font ce genre d'analyse. Il y a bien des politiciens allemands qui très, ça me rappelle des heures très tristes de la France. Non, Il fallait qu'il arrête avec On ça. Écoutez, je ne suis pas en train de dire que je le souhaite. Je suis en train de dire que l'histoire nous montre que ça marche comme cela. Donc ne me mettez pas des mots dans ma bouche que je n'ai pas dit. Sortons pas du sujet. Restons dans le sujet. Et le sujet est exactement que les Allemands qui n'ont pas voulu coopérer quand ils étaient faibles ne vont pas coopérer maintenant qu'ils sont forts. Et ils ont bien le droit de ne pas vouloir le faire, parce qu'on est libre, on se détermine. Et en fait, étant donné que la Banque Centrale Européenne est, dans un certain sens, disons, une institution qui est plus sensible aux, besoins des créanciers que des débiteurs, et cela on l'a vu, on n'a rien de bon à s'attendre d'un arrangement de la construction européenne qui marche comme ça. C'est très clair. Donc je veux bien la monnaie commune, mais qui est-ce qui va négocier avec les Allemands? Qui est-ce qui va les convaincre? Et comment? Eh bien, et à ça, personne ne m'a répondu. Hein. Quels vont être les arrangements entre la monnaie commune et les monnaies locales? Parce que, écoutez, ça fait peut-être... hein? C'est pas grave, je ne veux pas plus d'interrompre. Non, mais vous ne m'interrompez pas non plus que vous me répondez. Quel va être le taux de change entre l'euro-franc et la monnaie commune? Fixe? Variable? Ajustable? Mais nous ne parlons pas de monnaie commune et avec monnaie nationale. C'est pas ça ce que nous proposons pour l'Europe, encore une fois. Vous n'avez pas compris ce dont nous parlons. C'est pas ça. Et la question. Mais si monsieur disait que le dollar. Excusez-moi, je vous Mais au plan mondial, la monnaie commune. Au plan mondial. Là, on parle de la zone mondiale. C'est pas la même chose que pour l'Europe. Oui, mais d'accord, mais la monnaie commune mondiale de Fachos est en train de... Attendez, on pose une question. Laissez répondre. Et la question, c'est aussi, je pense que vous sous-estimez la gravité du chômage. Et les effets politiques sur la conscience des peuples européens. Écoutez, je pense que c'est la gauche qui sous-estime la gravité du chômage et c'est pour cela que Marine Le Pen a 34%. Moi, j'ai commencé il y a 4 ans à parler. Non, mais j'aime bien. D'accord, moi, j'ai commencé il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Il n'y a pas la gauche, il y a plusieurs gauches. La gauche de M. Hollande, pour moi, c'est pas de la gauche. C'est parce que je la considère gauche. Le jour suivant son élection, j'ai écrit un billet dans mon blog pour dire Monsieur Hollande va faire des politiques d'austérité, il ne va pas, parce que c'était clair. Oui. Alors que tout le monde se leurrait, ah c'est beau, l'Europe va à gauche. C'était évident qu'il a fait un discours pour que les gens votent dans un autre sens et il s'est retourné. Donc en réalité, c'est des démagogies sociales et c'est hyper libéral. Mais c'est clair. Mais il y a d'autres forces de gauche en France, et notamment des syndicats. Pas seulement le front de gauche, et il y a une grande force des syndicats. Et oui. Et en Europe aussi, il ne faut pas croire que tout est fichu. Non. Je ne vous dis pas que tout est fichu. Donc il faut regarder l'espoir et lutter au lieu de se résigner. Voilà. Je ne suis pas résigné du tout. Je vais commencer. Si vous permettez, on va prendre les la gauche française, c'est pas tout pareil. Il y a l'économiste de gauche, Jacques Sapir, que peut-être vous connaissez, qui a eu Le Pen à rencontrer. Bien sûr. Ah, et ça explique la gravité de la situation française. C'est un partisan de gauche. Bien sûr. Qui explique. Et ça montre que c'est compliqué. Voilà, qui est pris par. Ça va de Hollande à Sapir. Mais il y a d'autres aussi. Écoutez, moi je suis en train de vous dire qu'une personne de gauche, d'accord, une personne assez compétente, explique une situation avec le même mot, plus ou moins, de M. Bagnani, et ces idées ont été reprises par la droite.
L'extrême droite. Est-ce qu'il y a un souci, justement, entre l'idéologie de gauche représentée par M. Jacques Sapir et après les conséquences que ça a engendré qui a été reprise par Marine Le Pen? Est-ce que le peuple de gauche ne sait pas se reconnaître en France aussi comme en Italie dans votre parti? Nous avons eu en France Oui, mais des gens de gauche. Mais ce n'est pas la question. Pour mettre en cause. Ce n'est pas la Est-ce question. que vous avez perdu un peu l'attachement aux travailleurs? Mais ce n'est Parlez pas à la qui? question. Parlez à qui là? Mais ce n'est pas la question. D'ailleurs, vous avez décidé un peu. Vous êtes complètement hors sujet. Ce n'est pas la question. Non, c'est exactement Ce n'est pas la question. C'est pas parce que M. Sapir, de gauche, est pour sortir de l'euro, que ça veut dire que toute la gauche doit suivre M. Sapir. On peut penser qu'ils se trompe. Non, c'est permis, non. C'est pas permis de dire. Et nous discutons du fait qu'il y a une autre façon de faire, et nous disons à M. Sapir qu'il se résigne et qu'il n'a pas le courage de se battre pour un autre euro. Et voilà, c'est la discussion que nous avons. Mais c'est pas parce que M. Sapir est de gauche que donc si vous parlez en même temps que moi, on ne peut pas continuer. Si vous parlez en même temps que moi, on ne peut pas continuer. Donc, je ne dis pas que M. Sapir n'est pas de gauche, c'est pas ça la question. Mais je ne suis pas obligé pour autant de le suivre. C'est tout. C'est tout. C'est ça la question. La question, c'est est-ce que ce qu'il propose est bon ou pas? C'est tout. Je n'ai jamais dit que ce n'est qu'à l'extrême droite qu'on propose de sortir de l'euro. C'est évident. Voilà. Bon, il y a un peu... moi, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a un peu une sorte... C'est une impression, il ne faut pas m'en vouloir. Une sorte de dialogue de sourds entre nous. C'est-à-dire que nous sommes très attachés, M. Bagnaï à ses idées, nous aux nôtres, et il y a une difficulté, je le dis comme je le sens, à vraiment dialoguer. Il y a une sorte de dialogue de sourds, avec le mauvais côté peut-être de l'attachement à ces idées, des deux côtés, éventuellement. Bon, nous verrons. On va continuer. L'histoire n'est pas arrêtée, l'histoire est ouverte, l'histoire ne s'arrête jamais. Et il y a des retournements extraordinaires parfois. Et nous allons voir, je pense d'ailleurs qu'il y aura une autre crise, que celle de 2008, on va pas. Il y aura une autre crise mondiale, internationale, qui va sans doute accélérer aussi à un moment donné la nécessité de changer de sorte d'autres paradigmes. C'est ça, nous nous battons pour d'autres paradigmes. Voilà. Bon, on va conclure la séance. J'ai l'impression que vous êtes quand même d'accord pour dire que l'histoire se tranchera. Voilà. Je pense que... Non, mais... Pardon. On a compris que Marine Le Pen à 34% que j'avais prévu il y a 4 ans dans le journal Il Manifeste, que j'ai connu peut-être dans un média qui a été censuré, et même les intellectuels de gauche ont été tout fiers de dire qu'il avait censuré, n'est pas un problème de la gauche. Et on a compris, ou mieux, on n'a pas compris quel va être le rapport entre monnaie commune et monnaie locale, s'il va y être un rapport. Ça, c'est ce que j'ai compris et ce que je n'ai pas compris. Bon. On va conclure parce qu'il je voudrais remercier les participants, je voudrais remercier Paul, remercier Berthaud. Je pense qu'il faut continuer dans ce débat. Merci à Dans l'avenir, justement, ça ne veut pas dire qu'il le sera toujours. Et c'est ça, c'est les problèmes que pose.